Bonjour à tous, merci d'être restés aussi tard pour ma présentation. Je me présente rapidement, moi c'est Gérard Paligo, je suis staff ingénieur chez Decathlon. Et aujourd'hui, on va faire un petit combat entre deux protagonistes sur un thème Street Fighter. Non? Yes. Et je vous propose du coup de faire une sélection de personnages. Alors, si vous ne connaissez pas ces différentes technologies qui seront nos personnages qu'on pourra faire combattre, on a React.js et Solid.js qui sont deux frameworks déclaratifs UI pour le web. On a Jetpack Compose, SwiftUI, qui du coup on descend le petit oiseau noir, qui sont du coup des frameworks déclaratifs UI pour Android et iOS pour le natif. On a Flutter, qui est une approche multiplateforme développée par Google pour faire du native sur Android, iOS, mais aussi le web, le desktop, etc. Et enfin l'HTML5, qui est sans doute la technologie que vous connaissez tous ici, qui est en fait, par essence déclaratif et le plus simple finalement d'entre tous. Et on va démarrer. On va faire j'ai pas le son de la présentation du coup. On va faire la sélection des personnages. Et le premier personnage qui sera du coup sélectionné, c'est Jetpack Compose. Alors du coup, Jetpack Compose, qui est-il? Jetpack Compose, c'est une technologie qui est développée 100% en Kotlin. C'est-à-dire que si votre projet n'utilise pas le Kotlin, parce qu'avant, le langage qui était utilisé, c'était le Java, vous ne pourrez pas utiliser Jetpack Compose. Alors après, normalement, si vous êtes développeur Android, ça devrait être OK, parce que ça fait 5 ans que le Kotlin est le first language par Google pour le développement d'applications Android, donc ça devrait aller. C'est développé, ça fonctionne avec un compilateur, c'est-à-dire qu'en fait, de base, Jetpack Compose n'est pas compatible avec le Kotlin. De base, en fait, il n'interprétera pas grand-chose. Et donc, pour fonctionner, il a besoin d'un plugin de compilation qui sera du coup, va venir interpréter tous les concepts de Compose qu'on va voir tout au long de cette présentation. Le projet est open source, il est sur GitHub, github.com/androidx/androidx. Vous aurez toutes les librairies de Jetpack parce qu'il y en a plein, et vous pourrez notamment voir le code de Compose. C'est développé par Google essentiellement, et c'est en étroite collaboration avec JetBrains, qui est sans doute une société que vous connaissez, parce que du coup ils ont un impact sur l'écosystème Android, mais en fait maintenant aujourd'hui sur plein d'autres écosystèmes. Et en fait JetBrains c'est le mainteneur officiel de Kotlin. Et c'est lui aussi qui vient aider Google sur la compatibilité, sur le plugin de compilation, tout ça, et notamment sur la compatibilité d'autres plateformes. En fait, Jetpack Compose est multiplateforme, il est exécutable sur Android, sur du web, sur du desktop, sur du iOS, depuis très récemment. Et donc du coup, on peut l'utiliser un peu partout. Donc ça, c'est plutôt cool comme challenger. Très bien. On va faire la section de notre second personnage. C'est dommage qu'il n'y a pas les bruits. Je dis ça parce que ça fait depuis ce matin que je les ai mis, mais pas grave. Et donc du coup, notre second challenger, ce sera SwiftUI, qui sera du coup, qui est finalement le némésis de Jetpack Compose. SwiftUI qui est du coup une technologie qui est développée 100% en Swift. Donc en fait, pareil que Android, que l'écosystème Android, où on avait le Java comme main language et après le Kotlin qui est arrivé. Côté Apple, on avait l'Objective-C et on a eu Swift qui est arrivé. Donc pareil, si vous n'avez pas Swift d'installer tout ça machin sur votre projet, ça va être un peu compliqué, mais normalement ça devrait aller parce que ça fait Swift, ça fait quasiment autant de temps que c'est devenu le main language pour les applications natives. La technologie, elle est embedded, elle est dans le système d'exploitation. On va y revenir parce que ça pose des questions, notamment des problématiques. C'est développé par Apple, et pour Apple, c'est-à-dire que c'est pas open source. Vous vous en doutez peut-être, c'est pas les pros dans l'open sourcing Apple en général. Et c'est cross-platform, mais c'est cross-platform que pour eux. C'est-à-dire que si vous voulez faire du SwiftUI sur du web, sur du desktop Linux ou quoi, non, ça va pas le faire. Donc vous pouvez faire du du SwiftUI pour iOS, OS, iPadOS, macOS, etc., WatchOS depuis assez récemment, mais c'est tout. Et donc du coup, nous avons un combat avec SwiftUI vs Compose, avec du coup, à ma droite, Jetpack Compose, à ma gauche, du coup, Bon, on va s'en contenter de ça. Très bien. Et
donc du coup, on fait affronter nos deux challengers. Ça va quand même mieux avec la musique. Et on va d'abord démarrer avec, on va commencer doucement, on va commencer avec les similarités entre ces deux challengers. On va développer un écran assez simple qui sera un compteur. Donc on a à gauche un compteur SwiftUI, à droite un compteur Jetpack Compose avec deux boutons, un plus, un moins, etc. Et on vient incrémenter, décrémenter un compteur. Très bien. Côté Jetpack Compose, comment ça se passe? On a une fonction Kotlin, qui va avoir une annotation, qui sera la notation addComposable, qui va permettre de dire cette fonction va émettre de l'UI. Très bien, je viens ici maintenant déclarer un composant à l'intérieur de cette fonction, qui sera ici FloatingActionButton, qui est en fait le fab que vous connaissez peut-être si vous avez des téléphones Android, qui est souvent en bas finalement des écrans. Donc un FloatingActionButton qui prend en paramètre ici un onClick, donc l'événement de quand il sera cliqué, et un contenu qui sera ici une icône, avec comme valeur, comme icône finalement iconographie utilisée, l'icône remove, et un content description qui va venir dire ok, cette icône-là, elle sert à décrémenter. Le content description étant utilisé pour tout ce qui est notion d'accessibilité. Je mets ce composant dans ce qu'on appelle une row, qui est un composant de layouting, qui va me permettre de mettre les composants les uns à côté des autres, sur l'axe des X. Et je vais pouvoir mettre mon second FloatingActionButton qui va permettre de faire l'addition de mon compteur. Très bien. Je fais un peu de place parce que ça prend un peu de place sous ce code-là, et je vais mettre un texte entre les deux qui va me permettre de mettre du texte au centre des deux composants pour afficher le compteur. Ok. J'ai mes différents éléments. Par contre, en termes de UI, tout ça, ça ressemble pas trop à ce que je vous ai montré juste avant. Donc, on va un peu faire du layouting et bien les placer, ces éléments. Je vais d'abord utiliser le concept d'arrangement. L'arrangement va pouvoir me permettre de définir les espaces entre mes différents composants dans mon layout présent. Donc ici, je suis sur une row qui agit sur l'axe des X, et je vais pouvoir dire ici, j'ai un espace de 8 dp entre mes différents composants. J'ai d'autres choses, j'ai des choses plus dynamiques. Je vais en dire, tu prends tout l'espace, tu mets un espace entre les différents composants de manière égale, de manière non égale, etc. Et j'ai la notion aussi d'alignement, qui va ici me permettre de dire, ok, tu vas centrer les éléments. Donc là, ici, je dis, tu vas les centrer verticalement, et comme il n'y a que le texte qui est plus petit que les autres, il va se mettre au centre des deux boutons. Cool. Je viens ranger ce row dans un autre composant de layouting qui s'appelle la box, qui lui va faire l'entièreté de l'écran. Donc en gros, je lui dis, ok, tu vas faire un fill max size, donc tu vas prendre la totalité de la taille que tu peux occuper sur le device sur lequel tu tournes. Et en plus, tu vas aligner ton contenu au centre de l'écran. Donc du coup, on a le rendu qui est là. Pas de problème. Une bonne pratique, c'est donc il y a le concept de modifieur là du coup avec le fill max size. Les modifieurs, ça sert à quoi? En fait, dans Jetpack Compose, on a les composants avec des composants de rendu et des composants de placement, et on a les modifieurs qui sont en fait un concept qui permet de décorer vos différents composants et donc de rajouter des comportements du style je veux que ce composant soit cliquable, je veux rajouter un padding, je veux rajouter un background. Tous ces concepts-là, ce seront les modifieurs qui vont les apporter. Donc un concept hyper important, et là ce qu'on vient dire, c'est on rend notre composant à nous décorable parce que du coup on rajoute un paramètre qui sera un modifieur et qui sera initialisé là, avec le égal modifieur à la fin, avec un modifieur vide. Donc, par défaut, il y aura juste un modifieur qui ne fera rien, mais on peut venir lui rajouter de la logique. Et dernier concept important, c'est du coup la notion d'état. Donc là ici j'ai une variable qui s'appelle counter, qui va du coup être initialisée avec un remember mutable state of. Qu'est-ce que ça fait ça? En fait, compose fonctionne par composition. C'est un terme technique de compose qui en gros veut dire je vais faire une composition pour faire un rendu, et si je détecte un changement d'état, je vais faire une recomposition de ton composant et je vais du coup mettre à jour ton UI avec la mise à jour de ton état. Et donc du coup, ce que vient faire le remember, c'est qu'il vient dire ok, entre deux recompositions, tu vas garder l'état, sinon en fait la variable elle serait réinitialisée à chaque fois que je fais un nouveau rendu. Et après je viens lui dire en plus d'être conservé entre les différentes recompositions, tu vas être mutable, donc je vais pouvoir la modifier cette variable. Et donc c'est ce que je fais dans mon floating action button, enfin dans mes floating action button avec l'incrémentation, décrémentation, donc je fais moins et plus. Et donc là automatiquement quand je clique sur le bouton, il va détecter un changement d'état, il va faire la nouvelle UI, il va conserver la valeur du compteur, etc. Ok, donc si je résume, j'ai un composant qui est déclaré avec addComposable, j'ai des composants de placement avec la box, la row et la colonne.
J'ai la notion d'arrangement d'alignement qui me permet de vraiment concevoir mes interfaces graphiques plutôt simplement dans le positionnement de mes composants. J'ai le concept de modifier pour venir décorer mes composants. J'ai la notion d'état avec le remember, le mutable state of, et en fait il en existe plein d'autres, mais je ne vais pas tous les aborder ici. Et la PI de Jetpack Compose, elle est accessibility first. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez que Compose va avoir besoin que vous spécifiez quelque chose pour notamment les personnes qui ont des handicaps visuels, etc., il va vous le demander et vous serez obligé de renseigner ces valeurs-là. Donc c'est plutôt cool parce que spoiler alert, en général nos applications elles sont pas forcément pensées accessibles et donc ces utilisateurs-là ne peuvent pas utiliser vos applications. Donc là aujourd'hui, avec Compose, c'est dans l'API même de Compose que c'est rendu accessible. Côté SwiftUI, qu'est-ce que ça donne? Alors ici, j'ai du coup le minimum pour créer un composant SwiftUI avec une struct qui s'appelle counter et qui va hériter, c'est pas vraiment de l'héritage, c'est un mécanisme qu'on appelle la protocol implementation. Et peu importe, je vais l'appeler héritage, qui va hériter d'une view et qui va avoir une propriété qui s'appelle body qui va aussi émettre de la view. Ok, je viens construire la même interface. Je viens définir des buttons. Donc ici, j'ai un button avec une première callback qui est ma callback d'action, ma deuxième callback qui est ma callback de label, qui va du coup être ce que je veux afficher dans ce bouton. Donc là, je viens déclarer une image et je viens lui donner un system name. Un system name, c'est quoi? C'est en fait dans l'écosystème Apple, il y a ce qu'on appelle les SF symboles, qui sont de l'iconographie de Apple, que vous pouvez utiliser librement et qui sont basés sur des chaînes de caractères. Donc en gros, il y a une icône qui s'appelle minus et que vous pouvez utiliser. Donc c'est ce que je fais ici. Très bien, je mets ça dans une hashtag qui est l'équivalent de ma row avec Jetpack Compose et je viens définir un nouveau bouton qui sera mon addition. Cool. Je viens définir un texte qui sera le texte qui va afficher mon compteur. Je n'ai pas le mécanisme de rangement, alignement, etc. Donc par défaut, je vois qu'il centre bien les choses, donc ça m'arrange. Et je vais juste rajouter des paddings sur mes boutons pour pas que ce soit collé. Ça m'embête un peu parce que moi j'aimerais bien avoir des systèmes un peu qui me permettent de placer facilement mes éléments, mais ça n'existe pas, donc tant pis, je fais avec ce que j'ai. Et enfin, je viens définir un état qui sera du coup ici le counter avec la notation addState qui va, pareil que Compose, va notifier l'écosystème SwiftUI qu'il y a une mise à jour au niveau de ton composant qui va faire qui va émettre de l'UI. Et donc ici, je vais utiliser ce compteur dans mes différents callbacks d'action de mes boutons et l'afficher dans mon texte. Cool. J'ai du coup la variante avec SwiftUI. Donc ça donne quoi? Si on résume, on déclare des composants avec ce qu'on appelle du coup le protocol implementation. On a aussi des composants de layouting avec le zstack, hstack, vstack. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça un peu plus clair parce qu'au moins il n'y a pas de... on ne se pose pas trop la question de savoir à quoi ça correspond. On n'a pas besoin de rajouter cette notion de modifier, de décoration, etc. parce que c'est du coup embarqué dans l'héritage view qu'on définit au niveau de notre composant. Donc par défaut, tout est automatiquement modifiable. Donc ça c'est plutôt cool. Et la notion d'état, elle est possible via la propriété addState pour du coup notifier tout ça dans mon écosystème. Cool. Donc si je fais affronter mes deux, là j'ai un petit hit layout qui fait pas super mal à notre Jetpack Compose. J'ai un petit hit arrangement et un hit elements sur mon SwiftUI qui fait non plus pas très mal. Et enfin, j'ai un petit hit less code, là, parce qu'en gros, vous l'avez vu, il y a eu beaucoup moins de code nécessaire pour faire exactement la même chose avec SwiftUI qu'avec Jetpack Compose. Et on va le voir, ça va se répéter dans les différents exemples qu'on va avoir. Mais ok, on commence doucement, on a des petits hits et on n'est pas encore sur des trucs un peu vénères. Et en parlant de vénères, on va parler de packaging. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser ces frameworks déclaratifs? D'un côté, on a du coup SwiftUI. SwiftUI, c'est packagé dans l'OS. Alors c'est cool, parce que d'un point de vue performance, comme c'est embarqué dans l'OS, c'est précompilé, tout ça c'est prêt à l'emploi, on peut directement l'utiliser. Et donc, en tout cas théoriquement, si vous ne codez pas comme un pied, vous devrez avoir des performances qui sont plutôt cool. Par contre, si vous avez des nouveautés dans SwiftUI, elles sont embarquées du coup dans la version 14, puis dans la version 15, puis dans la version 16. Et si vous avez en minimum la version 14, ce qu'il y a dans la version 15 et 16, vous ne l'avez pas. Donc ça, c'est plutôt un gros point d'art. Typiquement, là, je vous mets, je ne suis pas sûr que vous les voyez, mais grosso modo, vous avez la première ligne, c'est iOS 15. Donc ça, c'est des chiffres de septembre
de cette année. Donc en gros, iOS 16 vient tout juste d'être publié. Donc c'est pour ça qu'on ne le voit pas énormément. Les chiffres ont un peu évolué depuis. Mais donc on a iOS 15 en premier, iOS 16 en deuxième. On a, vous ne le voyez peut-être pas, mais je pense que c'est le quatrième, cinquième. On a iOS 14 encore. Et donc en fait, il faut en tant que développeur, être compatible avec les versions qui sont encore actuellement sur le marché. Donc en général, aujourd'hui, des applications vont avoir en version minimale la version 14 de iOS et potentiellement l'année prochaine la version 15 quand la version 17 arrivera. Ça veut dire quoi? C'est du coup, en fait, SwiftUI, lui, il existe depuis la version 13 en version expérimentale. Le discours de Apple, c'est faites pas les cons, mettez pas ça en prod. Parce que sinon, ça va mal se passer. Et c'est en version stable que depuis la version 14. Sauf que Dixit, les développeurs iOS avec qui je travaille, ça marchote. Ça fonctionne dans la plupart des cas, mais si on va un peu plus loin, ça commence à avoir ses limites. Et le problème, c'est que si du coup vous mettez la version minimale à 14, en production, vous avez les SwiftUI 14 qui est utilisé, et pas SwiftUI 15 ou 16, avec les mises à jour, les fonctionnalités de SwiftUI 15 et 16. Donc ça, c'est un gros point noir. Côté Jetpack Compose, c'est une librairie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une mise à jour qui est faite de la librairie, j'ai juste à faire une montée de version. Et puis, c'est tout. J'ai les fixes, j'ai les nouvelles features, etc. Et Jetpack Compose, elle est compatible avec l'API 21, pardon. Donc une version de 2014. Si je vous fais un petit récap de la production actuelle des versions d'Android sur le marché. On a l'API 21 qui est Lollipop, qui a un pourcentage de déploiement de 98,8%. Oui, je suis belge. C'est-à-dire qu'en gros, je touche quasiment tout le monde, finalement. Aujourd'hui, en production, les développeurs Android, dans toute l'industrie, finalement, c'est la version minimum, c'est la version 21. Et donc, en fait, tout se passe bien, parce que en fait, je touche absolument tout le monde avec Jetpack Compose. En théorie, du coup, c'est ce que je disais, comme c'est une librairie, ça veut dire que c'est pas précompilé, ça veut dire que ça va venir enrichir en termes de poids mon APK final, mon livrable final de l'application. Tout ça, j'embarque tout un système UI dans mon application, c'est pas rien. Et donc du coup, les performances sont théoriquement moins bonnes que SwiftUI ou même que XML, qui est du coup l'ancienne approche pour définir des interfaces graphiques. Par contre, ce que vous dit Google, c'est si vous faites un packaging en mode release, donc une version que vous allez pouvoir mettre en production, il y a tellement d'optimisations qui sont faites que vous allez pouvoir vous rapprocher de manière intense des performances que vous pouvez voir, en tout cas sur la version XML, parce que du coup Google ne se compare pas par rapport à SwiftUI, mais se compare par rapport à l'ancien framework UI chez eux, à savoir le XML. Et en vrai, effectivement, en production, ce n'est pas visible pour nous à l'œil nu ce genre de problème de performance, hormis toujours si vous faites du caca et que vous faites des trucs qui ne sont pas performants dans votre code, bien sûr. Hop. Du coup, en termes de packaging, c'est vénère, parce que SwiftUI, là, il prend cher. Là, en termes de hit, là, on est plutôt pas mal. Mais heureusement, vous allez le voir, il va se rattraper. Il va se rattraper, et il va se rattraper notamment avec les previews. Les previews, c'est quoi? Les previews, ça permet de faire du rendu de vos composants avant même que vous le faites un run sur votre device. Ça permet dans votre environnement de travail, donc dans votre IDE pour iOS, Xcode pour Android Studio, ça va permettre de directement dans cet éditeur voir sur la droite une prévisualisation de ce que vous faites. Donc ça, c'est plutôt cool. Côté SwiftUI, comment ça fonctionne? On a ce qu'on appelle un preview provider où je viens venir déclarer mon composant sur lequel je vais avoir une preview et ça va faire une preview sur la droite avec tout un tas de boutons que je vais vous expliquer. Le premier, c'est la pin. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est là. J'ai beau cliquer dessus, ça fait absolument rien. Le deuxième, c'est le nom du composant, donc ici counter. Par défaut, je suis sur un mode live preview. Live preview, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que je fais des modifications, ça impacte ma preview et je peux directement cliquer sur la preview, ça va venir interagir avec moi. Donc ça, c'est plutôt cool parce que en termes de test, tout ça, rapide en tout cas, ça fonctionne plutôt bien. Je peux rentrer dans un mode sélectionnable, donc en gros, je clique sur ma preview et ça va me renvoyer sur le code associé pour savoir ce sur quoi je veux travailler. Et j'ai différentes variantes qu'on va voir après. J'ai des configurations un peu plus avancées, pareil, qu'on va voir après. Et enfin, je peux run sur un device, heureusement,
Par contre, que si je paye, parce que sinon ça ne fonctionne pas. On est chez Apple. Donc là, ça donne ça, la preview. Donc la preview du compteur qu'on avait juste avant, j'ai ma souris, je peux cliquer sur le plus, je peux cliquer sur le moins, je suis en mode live preview, donc tout fonctionne bien. Je ne vais pas voir le mode sélectionnable, parce que le mode sélectionnable, c'est simplement la même chose, mais pas interactible. Si je rentre dans les variantes, là du coup j'ai 3 variantes possibles. J'ai les variantes en termes de couleur, donc j'ai le light et le dark mode. J'ai les variantes en termes d'orientation, portrait ou paysage. Et sur les différentes tailles de texte, de différents niveaux de zoom que je peux avoir. Donc là j'ai tout, c'est notamment utilisé pour les questions d'accessibilité. Et si je veux aller plus loin, je peux venir définir un ensemble de ces trois variantes-là, mais dans une seule preview. Et après, du coup, venir tester qu'une seule configuration, celle que je veux souhaiter, celle que je veux tester, finalement. OK. Petite parenthèse, juste pour que je ne vais pas rentrer dans le détail de ce code-ci, mais là, ici, croyez-moi, sur ce que fait ce composant, en gros, j'ai un async image view qui va prendre en paramètre une URL qui va me permettre d'afficher une image distante qui vient d'un serveur distant sur un composant. Et ce que me permet de faire la preview de iOS, c'est en fait, de faire cette requête dans la preview et de m'afficher le visuel. Savoir son importance, qu'on va voir comment c'est fait côté compose. Ok, donc si on résume, on a un WYSIWYG qui permet de customiser nos previews et qui est plutôt pas mal foutu. On a la possibilité de run nos previews dans le simulator qu'on voit sur la droite. On a la customisation de configuration Hascode. On ne l'a pas vu, mais en fait, tout ce qu'on fait au niveau de la preview peut se faire au niveau du code. Alors, ce n'est pas du tout poussé par l'écosystème Xcode, c'est-à-dire que si vous configurez, ça ne va pas impacter le code associé à gauche, mais c'est possible et moi j'en vois un très gros intérêt pour notamment si vous voulez partager vos previews avec les autres développeurs de votre équipe. Parce que si vous avez une typologie de device sur laquelle vous voulez tester vos différents composants, c'est plutôt bien si tout le monde peut avoir la même configuration finalement. Et les previews ne sont pas limitées à l'UI. On peut faire alors on voit très rapidement la limite, mais on peut faire un peu des requêtes dans nos composants pour avoir des rendus dans nos composants. Ok. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je fais la même chose au niveau de Android ? Donc ici, j'ai une fonction aussi qui sera un composant et qui sera aussi annoté de add_preview, qui va juste dire ok, ce bout de code-là, il va avoir une preview à droite. Dans son contenu, je définis un counter screen et je définis un SwiftUI vs ComposeTheme qui est en fait mon injection de mon thème matériel. Ok, très bien. Sur la droite, du coup, j'ai la prévisualisation de mon composant avec 2 boutons. Un premier bouton qui me permet de rentrer en mode interactif, donc qui est le live preview de SwiftUI. Donc de base, je suis sur le mode sélectionnable en fait, dans l'écosystème Android. Et j'ai le run on device. Parce que du coup, sur Android, je peux faire du run on device sans payer. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, j'ai que ça en termes de WYSIWYG. Donc là, en termes d'accompagnement, c'est pas oufissime. Par contre, mon add_preview, je peux venir la customiser. Et si je regarde un peu ce qui est possible là-dedans, j'ai plein de paramètres. Alors on va pas tous les faire, on va pas tous rentrer dedans, mais en gros je peux nommer, je peux grouper mes previews, je peux définir un API level pour pouvoir tester une API très précise, c'est jamais utilisé. Je peux venir définir la taille de ma preview, je peux venir définir le font scale pour tester qu'est-ce que ça donne quand c'est zoomé ou pas. Je peux définir la show system UI qui me permet de voir ma status bar et ma bottom navigation dans ma preview. Dire ok, affiche-moi un background parce que là quand je suis en dark mode je vois rien dans mon texte, vous l'avez vu. Mais surtout j'ai 2 derniers paramètres. J'ai le UI mode qui me permet de dire switch en dark mode ou le device qui permet de dire affiche cette preview dans telle configuration de device. Et donc cette configuration de device, c'est une énumération qui est déjà prête, qu'on peut créer nous-mêmes, mais qui est avec plein de devices qui sont déjà prêts. Et donc là, vous voyez, il y a plein de configurations pour les pixels qui sont les téléphones de Google, de Wear OS, automobiles. Il y en a beaucoup d'autres. Tout ne rentrait pas dans la slide. Mais surtout, il y a des devices de référence. Donc pour Google, un smartphone, c'est ça. Pour Google, une tablette, c'est ça, et etc. pour la partie tablette et desktop. Très bien. Donc du coup, je vais pouvoir venir customiser ma preview. Donc je vais lui dire, ok, affiche-moi un background parce que je vois rien là. Donc je vais avoir un fond blanc. Affiche-moi le système UI, comme ça tu me simules comme si c'était un réel device. Mets-moi dans une configuration pixel XL, donc ok, il s'adapte, très bien. Donne-moi un nom, définis le nom counter pour la preview, ok.
moi, je veux tester un font scale à 2 parce que je suis soucieux de l'accessibilité de mon application et je veux voir un peu comment s'adapte mon UI par rapport à ça. Et mettons en dark mode. Là, c'est bizarre, parce que moi, je m'attendais à ce que du coup, le fond devienne, s'assombrisse et que mes éléments au niveau foreground qui semblent avoir été modifiés aussi prennent les couleurs du dark mode. Sauf que c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'en fait, le show background, il est très statique. Lui, il se dit juste, moi, je mets un fond blanc et puis point barre, et après, tu te démerdes. Pour venir du coup utiliser un thème complet dans mes composants, je suis obligé d'utiliser un autre composant dans ma preview qui s'appelle le scaffold. Le scaffold, c'est quoi? C'est un élément structurant de matériel qui va permettre de définir tous les composants qui viennent structurer mon écran. On va le voir juste après. Mais en fait, du coup, le scaffold, lui, vient injecter les couleurs sémantiques à utiliser, qui sont définies dans le SwiftUI VS Compose Theme, pour venir dire, OK, counter screen, voici les différentes valeurs à afficher pour les différentes couleurs à utiliser pour ces différentes couleurs sémantiques. Très bien. Et donc du coup, le scaffold, c'est ça. En gros, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça vous permet de définir la top-up bar, la bottom navigation, le contenu, etc., le floating action button, où est-ce qu'on le met, tout ça. OK. Donc du coup, j'ai ma preview. Autre chose que je peux faire avec les previews, c'est je peux venir déclarer mes propres previews. Je peux venir dire, OK, moi je viens déclarer la preview device preview et je viens définir 3 previews qui sont un format téléphone, un format tablette et un format desktop. Parce que mon application elle est compatible avec tous ces form factors-là. Et donc ça je peux l'utiliser après dans mon propre composant preview et je vais avoir cette preview-là après dans Android Studio. Ça, c'est plutôt cool parce que ça veut dire que si vous connaissez les devices sur lesquels vous voulez tester votre application, vous pouvez créer votre propre preview, la mettre dans votre projet, la versionner, la communiquer avec tout le monde et donc tout le monde pourra tester les composants sur la même configuration. Donc ça, c'est plutôt très cool. Si je refais vite fait un focus sur l'avatar qu'on avait vu avec SwiftUI, sur Compose, on a un composant image et on a une librairie qui s'appelle Coil qui permet de faire la requête distante parce que dans Compose de manière native n'est pas compatible avec ce genre de choses. Il fait juste de l'UI, il fait que ça. Et donc j'ai un Remember Async Image Painter. Alors juste croyez-moi que le modèle c'est une URL et que ça fait le fetch et que ça fait le rendu. Et donc en fait, vous le voyez sur la droite, j'ai pas de preview. J'ai pas de preview parce qu'en fait, ça a cassé ma preview parce que justement, il a fait une requête HTTP et les previews sont pas compatibles avec ce genre de choses-là. Donc ça, c'est un peu embêtant parce qu'en fait, mon speaker avatar, après, il va être utilisé dans d'autres composants qui vont être même utilisés dans d'autres composants. Et si j'ai un composant feuille qui pète la preview, je pète toutes les previews de tous les composants qui vont m'utiliser. Et ça, c'est pas ouf, parce que du coup, c'est quand même vachement utile les previews pour un peu voir à quoi ça ressemble les composants qu'on fait. Il ne peut pas être à l'aveugle. Donc pour ça, on peut utiliser, une première solution, c'est d'utiliser le Local Inspection Mode. Le Local Inspection Mode, c'est quoi? C'est en gros si vous venez de l'écosystème web, c'est l'équivalent des hooks avec React. C'est en gros quelque chose qui est injecté à la racine de votre arbre de composants, qui est accessible partout, et qui prend une valeur définie. Donc là, c'est un booléen, donc il va être à true ou il va être à false. Et il va être à true quand il sera dans un contexte de preview, et il va être à false quand il va être un contexte de tout le reste, en fait. Donc si vous faites un run sur votre device. Et donc je peux lui dire, si tu es à true, en fait, je vais simuler qu'est-ce que ça pourrait être mon composant. Donc je fais une box après avec un background, avec une shape, machin, etc. C'est bien, ça fonctionne, mais c'est pas ouf. C'est bien, ça fonctionne, c'est pas ouf. Une autre solution, c'est en fait de laisser les librairies externes comme ça être compatibles avec le Local Inspection Mode. Et en fait, je peux venir déclarer au niveau de Coil un placeholder qui lui où je lui ai donné la couleur, et en fait, il va réutiliser toute la configuration que j'ai donnée sur mon image pour du coup faire le bon rendu. Par contre, ça nécessite que les librairies UI que vous utilisez utilisent le Local Inspection Mode. Et c'est pas le cas pour toutes. Ok. Donc du coup, si je résume, Jetpack Compose, on peut configurer les previews avec un add preview. On peut le rendre complètement customisable avec ces previews, avec tous les paramètres qu'il définit, donc ça c'est plutôt cool. On peut faire ces previews custom. Par contre, on est limité à l'UI. On est limité à faire de l'émission d'UI. On n'a pas le droit de faire une seule requête HTTP ou une seule requête asynchrone même. Donc ça c'est plutôt limitant. Par contre, on a quand même le Local Inspection Mode si on veut s'en sortir, etc.
Ok, donc on a un Hulk multi-preview qui fait un peu mal quand même parce que ça c'est plutôt cool et sur la customisation. Par contre, le WYSIWYG et le je suis pas limité à l'UI, il fait mal aussi parce que clairement les previews sont, de mon point de vue en tout cas, largement meilleurs que celles dans l'écosystème Android. Ok. SwiftUI commence un peu à prendre du terrain, mais on va essayer de calmer cet oiseau. Et on va essayer de le calmer avec la bottom bar navigation. Alors, bottom bar navigation, c'est quoi? C'est la bottom bar qu'on voit en bas là, des applications. Et qui permet de naviguer effectivement, dans notre application. Côté SwiftUI, comment je fais ça? J'ai ici un composant, un tab screen. Je déclare un tab view qui va me permettre, là où vous voyez déjà en bas, là, il y a de l'UI qui est apparu avec aucune icône pour l'instant. Et je viens de définir des composants qui vont utiliser la décoration tab item pour venir déclarer ici mes différentes icônes. Donc là, je définis un label qui est un composant dans SwiftUI qui permet d'avoir une icône et un texte. Pour information, le screen agenda, c'est en fait une chaîne de caractères localisée et automatiquement, il va récupérer la bonne chaîne de caractères. Et du coup, j'ai un compteur qui est mon écran global. Et donc, en fait, je fais ça pour tous les écrans que je vais afficher. Hein. Donc, bon, là, c'est 3 fois le même écran, mais peu importe. Et c'est tout. Ok, donc là par contre c'est hyper simple à utiliser. Ça a tenu sur ma slide hein, et c'est sans déconner, c'est du réel code hein, quasiment que je vous partage là. Par défaut, ça match le design system de Apple, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire du travail en plus ou quoi. Tout ce que vous déclarez, si vous n'avez pas besoin de customisation, je pourrais construire une application qui serait à s'y méprendre comme les applications officielles assez facilement. Par contre, dès lors que vous devez le customiser, là par contre ça commence à devenir autre chose. Si vous devez venir customiser les différents composants, soit vous les refaites complètement, soit SwiftUI vous permet de faire un certain niveau de customisation, mais c'est pas oufissime. Et ça, par contre, c'est un vrai gros point noir. Parce que du coup, moi, je travaille à Decathlon, moi, j'ai une identité au niveau de mon entreprise, et c'est sans doute le cas pour vous aussi. Et quand on doit venir customiser les composants en SwiftUI, c'est la galère. Alors que côté Compose, on fait ça plutôt facilement. Justement, côté Compose, comment ça donne? Qu'est-ce que ça donne? On va venir ici définir un scaffold. Le scaffold qui est mon élément structurant avec, j'avais une callback qui permet de définir la bottom de mon écran. Donc là ici je viens définir une bottom bar avec une navigation bar qui va me permettre d'afficher l'UI en bas. Ok, je vais définir ma première icône cliquable. Donc là j'ai un navigation bar item et ouch, ça fait déjà tout l'écran. Mais c'est pas grave, on va voir. Dans cette navigation bar item, j'ai un paramètre selected. Ça veut dire que c'est moi qui vais devoir gérer le fait que ce soit sélectionné ou pas. L'icône à afficher. Donc là ici, je vais afficher une calendar today et je mets un content description à nul parce que j'ai déjà un texte et pour des questions d'accessibilité, j'ai pas besoin de répéter 2 fois cette valeur-là. J'ai l'événement onClick qui va me permettre d'écouter quand je clique dessus. Ouch, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est moi qui vais devoir gérer la navigation entre les différentes icônes qui existent dans ma bottom navigation. J'ai le label et j'ai un paramètre qui me permet d'afficher ou non le texte qui est en dessous de l'icône si elle n'est pas sélectionnée ou pas. Donc là, je mets false. Donc en gros, si c'est pas sélectionné, il ne va pas afficher de texte et si c'est sélectionné, il va afficher un texte en dessous. Ok. Je fais un peu de place et déjà du coup je sais que je vais devoir moi gérer la navigation et en fait Compose ne fait pas de navigation. Compose il fait que de l'UI, il fait que ça, il fait ça très bien, mais il ne fait pas de navigation, il ne fait pas autre chose. Donc pour ça je vais pouvoir utiliser une autre librairie qui fait partie de l'écosystème Jetpack mais pas de Jetpack Compose, qui s'appelle Jetpack Navigation et qui est une variante Compose. Et donc je vais rajouter cette dépendance là dans la configuration de mon projet. Et du coup, comment ça fonctionne ce machin-là? J'ai en fait un composant qui s'appelle navhost qui va connaître tous les composants qui sont généralement des composants écran sur lesquels je vais pouvoir naviguer. Ok, je vais avoir un navcontroller qui va me permettre de naviguer dans ces différents composables. Et donc mes composants vont pouvoir utiliser ce navcontroller pour naviguer d'un écran à l'autre. Et enfin, le navcontroller, lui, connaît le navgraph, donc le graphe de navigation que je vais pouvoir utiliser. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, je vais devoir ici utiliser le navhost qui va prendre un certain nombre de choses en paramètres, donc le navcontroller, l'écran de départ à afficher, donc là ici l'agenda. J'ai 3 composants, ici des simples textes, peu importe, pour mes écrans. Et donc je lui dis, ok, là j'affiche du coup l'agenda. J'ai pas d'autres éléments cliquables, j'ai pas encore défini le speaker et le info, donc forcément je peux pas encore afficher le texte speaker et le texte info. Ok.
Je commence à faire beaucoup de shrink de code là, mais c'est que le début malheureusement. Là maintenant, je vais gérer du coup la navigation entre ces différentes icônes. Donc là, je vais utiliser le nav controller et je vais faire un point navigate parce que là du coup, je suis sur le navigation bar item que j'ai déclaré pour l'icône d'agenda. Et je vais lui dire, ok, quand tu vas cliquer dessus, tu vas naviguer sur cette route-là, donc agenda. Et en plus, j'ai tout des paramètres que je ne vais pas vous expliquer là parce qu'on s'en fout, mais en gros, Android fonctionne sur un système de backstack et ça permet juste de pouvoir, quand je veux simplement que fonctionnellement, quand je clique sur une autre icône, j'ai un clear de la backstack et je veux avoir que l'écran sur lequel je clique qui serait le seul. Donc en gros, si je fais back, je quitte l'application finalement. Ok, je définis mes autres navigation bar items qui sont aussi complexes que l'autre. Hein. Du coup, je ne les affiche pas parce que sinon je ne peux pas tout afficher. Et donc j'ai mon écran ici. Ok. Là, notre Jetpack Compose, en fait, il est à terre. Parce que très clairement, en termes de simplicité de code, SwiftUI, ils sont au-dessus. Mais genre au-dessus de loin. Et malheureusement, ça arrive assez souvent que SwiftUI, ils aient besoin de beaucoup moins de code que Jetpack Compose. Par contre, il y a quand même 2-3 trucs qu'on peut faire. On va essayer de refactorer un peu notre code et voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Déjà, en fait, la navigation au niveau de mes différentes icônes, c'est toujours la même. Je veux toujours faire la même chose, c'est juste que la route, elle change. Donc finalement, je peux venir refactorer cette partie-là et juste dire, ok, j'ai une fonction, ce qu'on appelle une Kotlin extension, qui va être rajoutée sur le nav controller. Donc je vais pouvoir faire nav controller.bottom bar navigation et puis du coup, automatiquement, je vais réutiliser le code que j'ai là, qui est le code commun entre mes différentes icônes. Je vais aussi pouvoir refactorer mon composant de mon item, donc de mon icône et de mon texte, sur lequel du coup je redéfinis anciennement mon navigation bar item qui était dans ma bottom bar. Je vais utiliser là dans le onClick le nav controller.bottom bar navigation, comme ça du coup je réutilise ce code là. Et alors je vais pouvoir du coup implémenter ce mécanisme de sélection des différentes icônes. Alors là vous allez me croire parce que je pense que vous avez autant la flemme que moi de comprendre les lignes de code que j'ai rajoutées, mais gros, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je viens écouter les changements qui ont lieu sur la backstack, comme ça, automatiquement, mon composant sera mis à jour et il va pouvoir utiliser quelle est la route, connaître quelle est la route qui est actuellement celle qui est sélectionnée, et je vais pouvoir tester du coup si mon bottom bar item ici, c'est égal à cette route-là. Donc c'est la ligne que vous voyez dans le selected de mon navigation bar item. C'est compliqué, mais au moins je le fais qu'une fois. Donc voilà. Ok. Et donc du coup, j'arrive. Ah oui, voilà. Et donc du coup, maintenant, mes icônes sont beaucoup plus simples parce que je viens déclarer que ce dont j'ai réellement besoin. Bon, par contre, ça ne se cache pas, ça reste un peu plus imbuvable que ce qu'on connaît côté SwiftUI. Mais si je résume, j'ai besoin du coup de me soucier de la navigation. J'ai besoin de me soucier du fait que l'icône est sélectionnée ou pas, et donc de gérer la sélection sur les différentes icônes. J'ai besoin de oui, ça a besoin de beaucoup moins de code. 1, 2, 3. J'ai besoin de beaucoup moins de code côté SwiftUI que côté Compose, clairement. Là, pour le coup, je peux pas tester par rapport à ça. Par contre, la customisation, si je veux venir customiser ma bottom bar navigation, j'ai énormément de paramètres disponibles qui va permettre de customiser. Petite anecdote, à Decathlon, le bottom bar navigation, on l'a fait peut-être en une journée ou deux. Côté SwiftUI, j'ai pas envie de dire qu'ils y sont encore, mais c'est pas loin. Donc voilà quoi. Et par contre, c'est assez simple à refactorer pour du coup être plus concis dans mes composants. Donc vraiment, on a un gros hitless code là de notre SwiftUI qui fait vraiment mal parce que ils sont meilleurs. Hein. On a un miss sur la navigation, par contre on a un hit sur la customisation parce que ça c'est un gros point fort de Jetpack Compose de manière générale. Et ouais, on a un easy to use de ouf sur SwiftUI parce que là je peux pas tester. Le machin il faisait 3 lignes et c'était plié. Quoi. Et enfin, on a quand même une petite rétorque sur le refactoring, mais qui fait pas mal du tout. Hein. Là, clairement, c'est juste pour un peu cacher la misère. Ok. Nos deux challengers, là, ils sont pas bien. On va essayer de se mettre d'accord sur du coup le platform design system. J'ai oublié de mettre à jour le machin, c'est pas très grave. Le platform design system, c'est quoi? C'est
C'est en gros, ici, enfin, côté Compose, le design system, c'est Material, Material 2 ou Material 3. Et pour ça, j'ai des artefacts qui sont disponibles. Donc j'ai des artefacts parce que Material 2 et Material 3 sont des artefacts différents, parce qu'ils reposent sur des spécifications design qui sont différentes. Et donc j'ai juste à utiliser ces artefacts et à pouvoir utiliser du coup les composants matériels ou définir mon propre artefact si je le souhaite pour mon propre design system de mon application à moi. J'ai beaucoup de choses à refaire potentiellement, mais c'est possible. J'ai besoin de faire beaucoup plus de code que SwiftUI, non pas comme on l'a vu jusqu'à présent sur la quantité de code à faire pour la même chose, mais plutôt sur pour pouvoir faire une UI correcte. C'est-à-dire que avec SwiftUI, sans customisation ou quoi, sans rien définir, sans même définir un thème, j'ai une UI qui est proche du système de Apple. Alors que sur Compose, si je fais des mauvais choix de couleurs, des mauvais choix de font ou quoi, ben je vais avoir quelque chose qui ne ressemble pas à grand-chose. Et typiquement, moi qui ne suis pas très bon en UI, souvent je construis des applications qui ne sont pas ouf, alors que ça fait 10 ans que je fais de l'Android. C'est partiellement, cette notion-là, notamment de colorimétrie, elle est partiellement fixée avec les couleurs dynamiques avec Material You. Avec Material You, donc c'est disponible, les couleurs dynamiques sont disponibles à partir de la PI 30 ou 29, je ne sais plus exactement. Donc c'est quand même les téléphones assez récents. Mais vos interfaces peuvent s'adapter à l'écosystème de votre application, à l'écosystème de votre système. Donc si par exemple vous avez un background qui a des teintes plutôt bleues, et bien vos UI qui utilisent Material You et qui utilisent les couleurs dynamiques vont avoir des thèmes plutôt bleus. Et vous avez rien à définir, c'est juste lui qui va injecter les bonnes couleurs, etc. Vous avez juste à bien utiliser les couleurs sémantiques de Material You. Par contre, du coup, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, tout ça c'est assumé par Google et permet notamment de faire du multiplateforme. L'avantage qu'a Apple par rapport à Jetpack Compose, c'est qu'il construit quelque chose pour Apple, pour l'écosystème Apple, et qu'il y a une UI qui est assez similaire entre les différents systèmes d'exploitation. Alors que Jetpack Compose, c'est compatible pour iOS aussi, mais c'est compatible pour web, c'est compatible pour desktop, etc. etc. Une discussion que j'ai eue il y a un petit moment maintenant avec justement l'un des papas de Jetpack Compose sur Twitter, c'est justement cette décision assumée de leur part. Et en fait, ils sont convaincus que toutes ces décisions-là sont un pari sur l'avenir qui est gagnant parce qu'ils estiment que le code qui est développé avec Jetpack Compose sera plus maintenable sur le long terme, en plus des bénéfices sur la customisation, etc. etc. Très bien, on peut leur croire sur parole, enfin, c'est leur avis en tout cas. Mais bon, et donc du coup, ce que je disais, c'est déjà compatible avec les différentes plateformes, etc. Ça c'est plutôt cool, parce qu'on peut avoir une seule codebase finalement et le déployer un peu partout. Côté SwiftUI, donc c'est super simple et c'est en fait presque très difficile d'avoir une UI qui n'est pas correcte, d'avoir une UI qui ne respecte pas le design system de la plateforme. Et donc ouais, c'est difficile. En fait, il faut vraiment le vouloir limite pour que votre interface graphique ne matche pas avec l'écosystème Apple. On est compatible du coup forcément avec tout l'écosystème, toutes les plateformes, tout ça, donc ça c'est plutôt cool si vous êtes full développeur Apple finalement. Par contre, on l'a dit aussi, hein, je le répète, mais ce n'est pas compatible avec les autres systèmes et donc vous êtes fermé à l'écosystème Apple par contre. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je ne connais pas de boîtes qui font, en tout cas très rare, je connais très peu de boîtes qui font que des produits Apple. En général, ça n'arrive pas. Donc du coup là, on a un petit hit combiné là sur les deux là, sur Jetpack Compose et SwiftUI, et finalement. Nos deux, ils sont à terre là, ils sont pas bien. Ils sont pas bien et il leur reste pas beaucoup de vie. Et on va essayer de prendre un peu de recul. Aujourd'hui, les applications, c'est ça. Aujourd'hui, les applications, c'est d'un côté Jetpack Compose, d'un côté SwiftUI, et donc c'est des équipes différentes, des codebases différentes, etc. Très bien. Et si, en fait, on ne pouvait pas changer ça et avoir une logique qui est finalement partagée entre les différentes plateformes et laisser la partie UI des plateformes par Jetpack Compose et SwiftUI. Je vais rentrer un peu plus dans les détails, mais pas trop, parce que je pourrais vous en reparler une heure et on n'a pas forcément le temps pour ça. Mais en fait, Kotlin a une librairie qui s'appelle Kotlin Multiplatform et une variante qui s'appelle Kotlin Multiplatform Mobile qui permet de partager du code Kotlin entre les différentes plateformes et c'est du code qui est natif. C'est-à-dire que vous faites du Kotlin, mais c'est du code natif pour iOS et du code natif pour Android. En fait, c'est directement
du code machine après qui est exécuté sur les systèmes. Et après, il y a juste un mécanisme de ce qu'on appelle expect actual. S'il y a besoin d'interagir avec le système d'exploitation, ben, je peux toujours écrire du Kotlin pour iOS, pour Android, mais utiliser directement leur UIKit ou quoi, enfin les différentes API du framework, et toujours rester en natif. C'est-à-dire que c'est pas des passerelles sur lesquelles j'ai une perte en termes de performance, c'est toujours du natif qui peut directement utiliser les différents frameworks des différentes plateformes. Et en fait, du coup, je peux laisser la partie UI à SwiftUI et Jetpack Compose parce que finalement, SwiftUI, il sait très bien faire du Apple, il fait une interface qui est top, etc. Et Jetpack Compose, il sait très bien faire du Android avec du matériel, etc. Et donc en fait, est-ce que c'est pas la meilleure architecture qu'on pourrait avoir? Quelque chose qui serait adapté en termes d'UI et en termes d'UX pour chaque plateforme et simplement du code partagé, parce qu'en fait, finalement, si j'ai une application qui est presque miroir, on va dire, entre les différentes... pour les deux plateformes, ça serait bien de partager un peu de code parce que je ne vais pas redévelopper 2 fois la même chose. Et donc du coup, est-ce que la finalité, c'est pas ça? Est-ce que finalement, on ne doit pas avoir dans un seul projet les 2 technos et il n'y a pas une techno qui gagne? C'est juste les 2 technos qui doivent être utilisés. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Juste quelques références pour terminer. Si vous êtes intéressé par tout ce que je viens de dire, en fait, ce talk qui est issu d'un article que j'avais écrit, qui avait plutôt bien fonctionné, qui est le premier lien, dans lequel je rentre un peu plus en détail sur certains aspects. Il y a d'autres talks qui font aussi un VS entre ces 2 technos. Le deuxième est intéressant, enfin pas que les 2 autres ne sont pas intéressants, mais le deuxième m'a particulièrement intéressé dans ma veille, parce que du coup, lui, c'est un développeur iOS, donc, qui lui va tester Jetpack Compose et qui sa conclusion, c'est que Jetpack Compose était meilleur. Donc c'est intéressant parce que on voit un peu la vie d'un développeur iOS, comme moi là je vous donne la vie d'un développeur Android. Et enfin, le dernier lien, c'est un projet, un side project à moi, parce que ce sont mes activités. Je suis aussi GDG de Lille et j'organise le DevFest de Lille. Et donc, on a une application mobile Android et iOS qui fonctionne sur cette architecture-là. Donc, SwiftUI, Jetpack Compose, avec une brique KMM pour la partie Business Logic et qui fonctionne bien, qui était en production, qui a été utilisée l'année dernière. Et donc, en gros, tout le code source est disponible si vous voulez. Si vous voulez voir, ça va même un peu plus loin avec tout un back-end qui est développé en Kotlin avec du code partagé entre le back-end et le front-end, etc. Enfin, voilà. Vous irez voir si ça vous intéresse. Et donc du coup, merci. Si vous voulez me retrouver, je suis sur Twitter, GitHub, LinkedIn et Mastodon parce que du coup, je suis pas sûr que Twitter a encore des bons jours devant lui. Et merci beaucoup.